Nous avons vu récemment sur la toile que nous serions financés par la Russie. Et c'est Afrique Presse qui a publié cela. Donc Afrique Presse s'apprête. On a la gentillesse de vous informer qu'on ne va pas en rester là. Voilà. Parce que ça fait beaucoup. Il y a eu plusieurs qui l'ont fait. On n'a rien dit parce qu'on estime qu'on n'a rien à se reprocher, ce qui est vrai. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est juste quelques points. Le premier point, c'est par rapport à notre prétendue appartenance à l'opposition. J'aimerais dire à tous ceux qui croient en ces choses que quand on est dans un parti politique, on appartient à une section, à une fédération, parce que les partis politiques sont organisés. Donc, quand les gens vous racontent des choses comme ça, demandez-leur la preuve de notre appartenance à un comité de base, à une section ou à une fédération, selon que ça s'appelle dans chaque parti. Ça, c'est très important. Parce que les affirmations gratuites, là, c'est vraiment trop facile. Et c'est dommage que certains puissent y croire. Maintenant, on va revenir sur la société civile. On ne va pas trop s'étendre dessus, mais on va vous dire que quand on dit société civile, là, il y a beaucoup de composantes dans la société civile. Vous avez des ONG, vous avez des syndicats, vous avez des fondations, vous avez même les organisations religieuses font partie de la société civile. Et donc, dans la société civile, il y a des organisations qui sont dites engagées, comme les nôtres. C'est-à-dire que nous, là, on ne laisse pas les politiques faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. On fait ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Et ça s'étend à tous les domaines. Ça s'étend à tous les domaines. Et c'est ce que nous faisons. Donc, quand on n'est pas informé, on s'informe. Et donc, ceux qui ne réfléchissent pas loin nous assimilent à l'opposition. C'est leur problème. Mais nous, on est en train de parler à ceux qui cherchent à comprendre. Société civile engagée, là, il y en a qui confondent ça à l'opposition. Surtout quand on est dans un contexte comme le nôtre, qui est un contexte autoritaire. Très souvent, les revendications de la société civile engagée et celles de l'opposition coïncident. Du coup, il y en a qui font des amalgames. Pour cette affaire de Russie, là, j'aimerais dire quelque chose. Et puis avant de terminer avec d'aller à cette affaire de Russie, c'est important aussi de savoir que chaque citoyen est libre, soit d'appartenir à la société civile, soit d'être dans l'opposition. Donc, comme ce n'est pas un délit d'être dans l'opposition, il n'y a pas de raison qu'on y soit et qu'on ne le reconnaisse pas. Voilà. Donc, maintenant, là, parlez plutôt avec des preuves au lieu de raconter des bêtises. Peut-être que vous avez du temps à perdre, mais ne perdez pas le temps de ceux qui vous écoutent. Voilà. Donc, ce n'est pas un délit d'être opposant. Donc, si on était opposant, on l'affirmerait et on en serait fier. Et on est fier même des opposants parce qu'il faut toujours des gens pour s'opposer. C'est très important. Maintenant, cette affaire de Russie, là, il y en a qui font un amalgame entre être panafricaniste et puis être soutenu par la Russie. Ça fait deux choses différentes. Nous, en tant qu'Africains, là, c'est de notre droit de défendre l'Afrique. Et ça, on le fera envers et contre tout. Ce n'est pas nous qui avons commencé, mais on va continuer. Et puis d'autres vont poursuivre après nous. C'est notre droit de défendre l'Afrique. C'est notre droit de vouloir qu'on rende à l'Afrique toute sa dignité et toute sa souveraineté. Ça, là, ce n'est pas un débat. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est panafricaniste, qu'on veut l'autodétermination de l'Afrique, que forcément, on est en accointance avec la Russie. Cela dit, chaque État est libre de choisir les partenaires qu'il veut. Chaque État est libre de choisir les partenaires qu'il veut. Donc, ce n'est pas parce que vous ne commercez pas avec la Russie que d'autres n'ont pas le droit de commercer avec la Russie. Et ce n'est pas parce qu'on a peut-être des amitiés avec ceux qui commercent avec la Russie que nous, on est forcément soutenus par la Russie. Si c'était le cas, on ne s'en cacherait pas. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais quand vous dites les choses là, ayez des preuves. Donc rassemblez vos preuves là, parce que bientôt vous allez en répondre. C'est ce qu'on voulait dire. À bon entendeur, salut. Donc on va poursuivre avec nos sujets. Quand on s'est plaint de la dissolution de la FECI, voilà ce qu'on a dit. On a dit que c'était dans le rôle de l'État que de vouloir réglementer
tous les milieux même qui existent dans le pays, dans le milieu universitaire. Et c'était même pas trop tôt que, enfin, un gouvernement décide de mettre fin à la violence en milieu universitaire. Parce que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Ça a subsisté à tous les gouvernements qui se sont succédés. Donc maintenant qu'on décide de lutter contre la violence en milieu universitaire, c'est tant mieux. Ça va permettre aux étudiants de travailler dans un cadre apaisé. Mais ce que nous on dit, c'est qu'on ne fasse pas d'amalgame. Parce que chez nous ici, on a des textes qu'on ne respecte pas. Il y a ce qu'on appelle dans nos textes la présomption d'innocence, qu'on n'applique pas. Ce n'est pas parce que des responsables de la FESI sont accusés de quelque chose que c'est la FESI qui est mise en cause. C'est cette distinction que nous avons tenu à faire. Être coupable en tant que responsable de la FESI n'engage pas la responsabilité de la FESI parce que la responsabilité est individuelle et ce n'est pas moi qui ai écrit le droit pénal, le code pénal. Donc, voyez-vous, il y a des précisions que nous on fait pour attirer l'attention du public sur d'éventuels abus. Parce qu'on a arrêté des responsables de la FESI, on s'en va détruire le siège en construction de la FESI. Quel rapport? Ce siège-là, il aurait pu servir à autre chose. Amphi, dortoir, autre chose. C'est de ça qu'on parle. Donc, ce n'est pas une affaire de défendre la FESI pour défendre la FESI. C'est une affaire de dire attention aux dérives dans ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on dit que toutes les associations à caractère syndical sont interdites. Ça veut dire que de la FESI même, on s'en va sur toutes les autres. Il y a un problème. Est-ce à dire qu'on ne doit plus défendre les droits des étudiants? Que plus aucune association ne doit défendre les droits des étudiants? Au début, on parlait de mesures conservatoires. Maintenant, là, ce n'est même plus une affaire de conservatoire et ce n'est pas encadré dans le temps. Pendant combien de temps ces associations-là n'ont pas le droit d'exercer? Il y a un problème et c'est tout ça, là, nous, on appelle abus, là. Parce qu'on utilise le pouvoir public pour violer les textes et ça, c'est pas normal. Maintenant, voilà les conséquences. Vous savez très bien, nous, quand on était étudiants, on payait 6 000. À un moment donné, le gouvernement s'est levé, on dit, bon, inscription, là, on fait ça à 300 000. Vous voyez, de 6 000 à 300 000, c'est la FESI que certains diabolisent là, qui a lutté, et puis ils ont mis les licences à 30 000 et les masters à 60 000. Aujourd'hui, la FESI n'est plus là, toutes les autres organisations ne sont plus là, et on continue de prendre des décisions contre les étudiants. Qui va en parler? À l'université de Bouaké, après avoir fait le ménage dans les campus pour les réattributions des chambres, on dit on va faire visite médicale à 5 000. Après, de 5 000, ils ont changé d'avis pour mettre à 3 000. Mais quel est le sens de cette visite médicale? Est-ce qu'il y a des maladies là, quand on a ça, on n'a pas le droit d'être étudiant? Parce que c'est ça, c'est pas un concours. Dans les concours, là, il y a des aptitudes qui sont nécessaires. Donc c'est normal qu'on passe une visite médicale. Mais pour intégrer une chambre en cité, faire passer une visite médicale, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas droit à étudier alors que le droit à l'éducation est un droit universel. Vous voyez, non? Ce qu'on était en train de dire là, ça a commencé. Ça a commencé. Visite médicale pour entrer dans la cité universitaire. Et ça, c'est à l'université de Bouaké que ça se fait. Alors, dans la même université de Bouaké, on nous a dit que les frais de FIP aussi ont augmenté. Ça, on va vérifier avant de venir vous le confirmer. Mais c'était pour vous dire que ceux qui se sont réjouis de cette décision-là, vous allez déchanter très rapidement parce que ce vide d'associations à caractère syndical va donner la porte ouverte à tous les abus. Il y a quoi, nous tous? Ce qui est sûr, on observe. Donc, on va continuer pour nous réjouir du fait que à l'ANADER, la situation est en train d'être régularisée. On vous a dit que les retraités de l'ANADER, depuis ceux de 2021 jusqu'en 2024, n'avaient pas reçu leur droit de départ à la retraite. On en a parlé le mardi passé
Et depuis le jeudi passé, ils ont commencé à payer ceux de 2021. Il reste encore ceux de 2022 et 2023. Donc, on voudrait vraiment encourager les pouvoirs publics à continuer à régulariser cette situation, particulièrement la direction générale de la NADER, parce que ça met les retraités dans une situation très inconfortable. Donc, on continue pour attirer l'attention des gens sur les Yango. Il y a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux quant au danger d'utiliser les Yango parce qu'il y a des bandits qui s'en servent. Comment ils font, on ne sait pas. Mais vous commandez votre Yango, mais un Yango, un autre vient avant celui que vous avez commandé. Comment les gens font pour avoir accès à l'information de votre commande? Ça là vraiment, les gens de PLCC là, voilà, travaillent. Il faut qu'on sache comment certains peuvent avoir accès aux données de Yango. Donc, en attendant que tout ça soit éclairci, le conseil qu'on vous donne, quand vous prenez votre Yango, allez dans le menu là, il y a partager l'itinéraire. Partagez votre itinéraire avec vos proches, de sorte que si vous disparaissez, eux, ils savent avec quel véhicule vous avez disparu. Mais faites surtout l'effort de regarder la plaque d'immatriculation du véhicule que vous avez commandé avant de monter. Si vous voyez que ce n'est pas la même plaque d'immatriculation, vous ne montez pas. S'il vous plaît, faites attention. On est en année électorale, les gens vont augmenter leur rituel. Donc faites attention. Bon, la grève des enseignants. On vous avait dit qu'elle avait été largement suivie et qu'il y avait des discussions avec le ministère. Mais malheureusement, comme ils l'ont fait en 2019, ils ont fait des ponctions et des retenues sur les salaires. Plus d'une vingtaine de responsables syndicaux ont été suspendus. Leurs salaires ont été suspendus. Et il y a des ponctions qui sont injustifiées, qui ont été faites. Quand on dit injustifiées, on vous explique pourquoi. Normalement, quand on fait la grève, chez les Blancs là-bas, là, les centrales syndicales, là, comme les cotisations rentrent bien, elles compensent les jours qui seront prélevés par rapport à la grève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait 3 jours de grève, c'est normal qu'on fasse une ponction de 3 jours sur votre salaire, mais vraiment de 3 jours proportionnellement au salaire que vous avez. Et la centrale syndicale rembourse ces 3 jours-là. Mais comme on est en Afrique, c'est pas comme ça que ça se passe. Non seulement les centrales ne remboursent rien, mais on prend plus de 3 jours. Quelqu'un a fait 3 jours de grève et puis c'est désordonné quoi. Quelqu'un va te dire, moi, on a pris 48 000, d'autres vont te dire 70 000, 80 000. On ne sait pas à quoi ça répond. Voilà le problème que nous, on a. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que la situation des enseignants devait être gérée différemment des autres travailleurs. Quand il y a une grève dans le milieu de la santé, les conséquences là, on ne peut plus les rattraper. Si quelqu'un est mort, il est mort, on ne peut pas le ressusciter. Mais en ce qui concerne les enseignants, à la reprise, ils font des cours de rattrapage. Ils rattrapent les cours perdus. Donc, on ne devrait pas couper leur salaire. Parce que quand on coupe leur salaire, eux, ils sont en droit de ne pas rattraper les cours et c'est nos enfants qui perdent. Donc, vraiment, tout ce que nous, on demande, c'est que les choses se fassent dans les règles. C'est que les choses se fassent dans les règles. Puisque les enseignants rattrapent, normalement, on ne devrait pas les prélever. Et si on doit les prélever, on doit le faire proportionnellement au nombre de jours non travaillés. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On espère que les échanges avec les responsables syndicaux là vont aboutir à de bonnes décisions qui vont permettre à l'école ivoirienne de se passer dans la tranquillité. Donc là, l'année scolaire, plutôt de se passer dans la tranquillité. Et cette histoire de ponction là, ça me fait penser à ce qu'on subit à la CIE. Chacun a son taux d'augmentation. Ce n'est pas uniformisé. Et puis, ça ne va pas quelque part. Parce que bien que nous soyons dans une économie libérale, on a des monopoles qui donnent la force aux entreprises de maltraiter les citoyens. Mais je pense qu'on aime ça. Puisqu'on dit marche comme claviche, personne ne sort. Donc, subissons. Nous, on ne peut que parler. Il y a un point aussi qu'on veut relever, c'est le manque de coordination dans les décisions du gouvernement. Au niveau de la fonction publique, il y a un concours professionnel qu'on appelle concours de bivalence. Et ce concours-là, c'est avec le DUC 2
qu'on participe à ce concours. Alors qu'il se trouve que depuis le 31 mars 2024, le ministre de l'Enseignement supérieur a interdit la délivrance des DUG. Je ne sais pas par rapport à quoi. Le DUG, là, c'est le diplôme qu'on obtient après des études de droit ou de sciences éco. DUG. Nous qui avons fait lettre, là, on dit duel. On dit on ne donne plus ça. On ne sait pas pourquoi. Moi, je peux décider de m'arrêter à ce niveau-là. Je dois avoir le diplôme qui justifie, l'attestation qui justifie que j'ai ce niveau-là. Malheureusement, depuis le 31 mars, le ministre de l'Enseignement supérieur a interdit qu'on le délivre. Donc maintenant, ceux qui doivent passer le concours de bivalence, là, ils font comment? Puisqu'on a interdit d'un côté, on le réclame de l'autre. C'est pour cela que nous parlons de coordination dans les décisions gouvernementales. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un ministre exige un document qu'un autre ministre a interdit. Donc, on voudrait vraiment demander, plaider auprès du ministre de la fonction publique pour qu'on accepte au moins les relevés de notes. C'est ce que les gens ont. On dit, l'autre côté là, c'est bloqué. Donc, vraiment, essayer de régler ce problème-là, ce n'est pas normal. Il y a des jeunes aussi qui se plaignent. Ils se plaignent de beaucoup de choses. Il n'y a pas de travail. Le peu de travail qu'ils ont là, les gens de la CEMU disent qu'ils ne sont pas payés régulièrement. Il y a des jeunes que l'agence emploi jeunes place dans des entreprises qui ne respectent pas leurs engagements. Donc vraiment, c'est compliqué. Parce que quand l'agence emploi jeunes vous met dans une entreprise, l'entreprise doit vous donner une indemnité qui est déjà fixée. Et cette indemnité-là, ça dépend. En moyenne, c'est 30 000 pour le transport. Et puis après, l'agence emploi jeune vous donne 45 000 ou plus. Ça dépend de l'activité. Et donc, les entreprises en général ne respectent pas ça. Et ça ne va pas quelque part. Chez nous, ici, là, c'est comme ça. Hein. Tout ce qui est détournement, il y a impunité partout. C'est dommage, mais vraiment, chacun fait ce qu'il veut dans son secteur d'activité comme il veut. Voilà. Donc, les jeunes en pâtissent. Après, on va se plaindre qu'ils s'en vont derrière l'eau. Ils sont ici, là, ils sont morts. Donc, ils vont comment? Autant aller tenter l'autre mort. Dans tous les cas, tu es mort. C'est ça le problème. Donc, vraiment, il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça, là, pour encourager les jeunes à rester travailler dans leur pays. Voilà. Il y a une situation qui se passe dans certaines entreprises du groupe Carré d'Or. Le 29 juillet 2021, il y a eu une grève dans deux entreprises, SDTMC et puis la GMC. Et à l'issue de cette grève, le 2 août 2021, 400 employés ont été abusivement licenciés. Parce que la grève, là, c'est un droit. C'est ce que les gens oublient. C'est un droit. Il suffit de respecter la procédure et on l'a fait. Mais malheureusement, même quand on respecte la procédure, il y a des gens qui se mettent toujours au-dessus de la loi et c'est dommage que certaines structures de l'administration, comme l'inspection du travail, participent des fois à ces forfaits-là. Mais dans ce cas-là, l'inspection du travail a refusé le licenciement des responsables syndicaux. Malgré cela, ils ont été licenciés parce qu'il y a des entreprises qui sont au-dessus des ministères, malheureusement. En tout cas, dans les faits. Sinon, le code du travail est là, il devrait s'appliquer à tous les employeurs. Mais il y a des employeurs qui ne le respectent pas et ça ne va pas quelque part. Donc, depuis le 2 août 2021, il y a des employés qui sont lésés, leurs droits n'ont pas été payés. Il y a eu même 8 morts en leur sein. Il y en a qui sont malades, leurs enfants sont déscolarisés, les familles sont disloquées. Et ce n'est pas ces seules entreprises-là qui vivent ce problème-là. Donc, ils ont réveillé l'affaire au niveau de l'inspection. Depuis le 29 juillet 2024, l'employeur a reçu les décomptes qui devraient l'obliger à payer les travailleurs. Ils ne l'ont pas fait. Donc, le prochain rendez-vous que l'inspection a donné, c'est le 7 novembre. Nous suivons cette affaire. On va voir même si on peut faire un focus avec les employés. Eux-mêmes, ils vont vous raconter leur situation. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce n'est pas de la xénophobie, mais on ne peut pas souffrir dans son propre pays sous des employeurs qui ne sont pas ivoiriens et qui ne respectent pas leurs employés ivoiriens. Parce que tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter le droit. Rien que ça. Vous venez investir dans le pays des gens et puis vous ne respectez pas le droit, vous maltraitez les travailleurs. Franchement, il y a un problème. Il faut que ça soit réglé. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. On demande aux gens de venir investir chez nous, c'est bien. Mais
que les règles qui sont prévues par la loi soient respectées par ces entreprises. C'est vraiment important. Et ce n'est pas seulement ces entreprises dont je parle là qui le font. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont détenues par des étrangers qui se comportent comme ça. On ne va pas citer les nationalités. Parce que si on le fait, on va nous accuser de faire de la xénophobie, de l'incitation à la haine. Mais il y a beaucoup de nationalités étrangères qui ont des entreprises ici qui se comportent comme ça se passe dans ce cas que j'ai évoqué là. Il faut que vraiment le ministère de l'Emploi trouve une solution à ce problème. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. On voudrait aussi attirer l'attention des citoyens sur les dangers des branchements anarchiques. Ça là, il y a prison dedans. Vous voyez que souvent les gens prennent, la CUE prend des policiers, des militaires, des gendarmes pour venir attraper ces personnes-là. C'est tout à fait normal. Mais on veut dénoncer deux choses. La première, c'est l'incivisme de ces populations-là qui se mettent en danger parce que parfois les courts-circuits même provoquent des incendies. Donc ils peuvent être électrocutés. Il y a la prison aussi. Mais il y a un problème. La manière dont on vient les prendre là. La dernière fois, on m'a expliqué une scène où la CIE est venue avec des gendarmes. Ils ont cassé même la porte des gens. Et puis on prend tout le monde, c'est toi ou c'est pas toi. C'est-à-dire que si tu habites avec quelqu'un qui fait ça, tu es en danger. Vous tous, on vous ramasse. Donc vraiment, il faut un peu plus de mesures dans la façon dont les gens s'en vont arrêter ces personnes qui sont coupables de branchement anarchique. C'est la même chose pour la SODECI. On nous a signalé un fait dont on a parlé l'année passée et nous voulons dire merci au directeur de cabinet du ministère de la Santé qui a réglé ce problème très vite. Chaque année, il y a un concours qui est ouvert pour que les anesthésistes et les instrumentistes qui sont à la retraite soient repris pour continuer de travailler parce qu'il y a un sous-effectif au niveau de leur spécialité. Et quand on lance ce concours-là, il y a un syndicat et toujours le même, je ne vais pas le citer aujourd'hui, mais si ce n'est pas réglé la prochaine fois, je vais le citer, c'est le même syndicat-là. Eux, ils demandent à ceux qui veulent candidater de venir leur payer 50 000 par mois pendant 3 mois. C'est par rapport à quoi? Ils avaient fait ça l'année passée, on les a dénoncés. Cette année encore, ils recommencent. Donc, on a envoyé encore l'information au ministère et on espère que ça sera réglé. Au ministère, on a donné le nom du syndicat. C'est quoi ça là? Un syndicat est là pour défendre les intérêts des travailleurs. Ce n'est pas pour les escroquer. C'est pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un syndicat, là, laissez pour aller vous spécialiser dans l'escroquerie. Sinon, ce n'est pas comme ça on fait. Et chaque année, c'est la même chose. C'est quoi? Maintenant, s'il y a des complicités dans l'administration, qu'on nous dise. Parce qu'on ne peut pas les empêcher de faire ça une année et puis l'année qui suit, ils vont recommencer. Donc, vraiment, on vous a à l'œil. Voilà, on va vérifier comment cette affaire va se terminer. On nous a signalé aussi que les policiers, ça aussi, on en avait parlé l'année passée. Il y a un décret 2012-652 du 11 juillet 2012 qui a instauré de nouveaux âges pour le départ à la retraite. À partir de ce décret-là, depuis 2012, on part à la retraite entre 60 ans et 65 ans, selon le poste qu'on a, selon le grade qu'on a. Et ça, c'est depuis 2012. Mais les policiers sont restés à 55 ans. On veut comprendre pourquoi. Ils sont fonctionnaires aussi, non? Pourquoi eux, c'est à 55 ans, ils partent. Et puis depuis là, on ne règle pas ça. Vous voulez qu'on parle pour les situations qui vont de soi, qui devraient aller de soi. Pardonnez, régler cette situation-là parce que ça fait discrimination et ce n'est pas bien. Si les fonctionnaires partent à 60 ans, ça devrait être le cas pour tous les fonctionnaires. Donc mettez les policiers aussi à 60 ans, s'il vous plaît. On nous a signalé aussi que les appareils du service de radiologie du CHU de Cocody ne marchent pas. Vous savez que le CHU de Yopougon ne marche pas déjà. Il reste CHU de Cocody et puis CHU de Trècheville. Comment un service de radiologie, c'est tellement important, comment les appareils peuvent ne pas marcher? Ça là, c'est pas normal. Parce qu'on nous dit qu'on a renforcé les plateaux techniques des grands hôpitaux
Comment se fait-il que depuis longtemps, ce service de radiologie ne soit pas fonctionnel? Donc, on veut attirer l'attention du ministre de la Santé sur cette question. Ce n'est pas normal. Et puis, où on en est pour la réhabilitation du CHU de Yopougon? Ça n'a que trop duré. Sonapie, c'est la société qui gère les biens que l'État loue aux particuliers. C'est-à-dire les maisons baillées, les maisons que l'État prend. C'est cette société-là qui gère. Et on nous a signalé que vraiment, pour le paiement des gens là, c'est un problème. Comme les gens font un peu partout dans notre pays là, il faut avoir relation, il faut payer, il faut ceci. C'est à cause de tout ça là, on a goudron biodégradable là. Les gens construisent les routes, ça fait même pas 6 mois, ça se dégrade. On prend l'argent encore pour venir réhabiliter, on n'a même pas honte. C'est grave. Mais c'est simplement parce qu'avant d'avoir les marchés là, il faut payer. Quand tu finis de payer là, quand tu as marché là, il te reste combien pour travailler, combien pour payer tes employés et combien comme bénéfice. Ça oblige les gens à faire un mauvais travail. Donc vraiment, affaire de Sonapie là, payer les baux des gens. Hein? Parce qu'on va humilier des pauvres pères de famille, l'État s'est engagé à payer leur maison. Hein? On va les chasser, c'est pas bien. C'est pas bien. Apprenons un jour à faire les choses correctement. Ceux qui sont là-bas, là, ils ont un salaire. C'est quelle affaire de marchander à les gens? Donc vraiment, il faut que la haute autorité de la bonne gouvernance s'occupe de ce genre de cas-là. Il y a tellement de travail à faire. On ne comprend pas. Haute autorité, vous êtes où? Il y a un problème à la Poste depuis 2016. Vous savez, la Poste a connu des problèmes. Après qu'elle ait connu ces problèmes, il y a eu un plan de redressement qui a été fait. Et donc, il y a des personnes qui ont été licenciées. Et donc, il y a un nouveau plan qui était en œuvre. Quand on a changé, ils ont changé de DG en 2016. Et depuis l'arrivée du nouveau DG, ça ne va pas. Malgré le plan de redressement là, lui il est venu recruter plus que même on a fait partie. Ça c'est un. Donc depuis qu'il a fait ça là, on ne peut plus payer leur salaire normalement. Vous avez vu comment les gens de la Poste ils manifestent, on les prend, on les jette en prison. On dirait que tout, c'est prison qui est solution de tout dans ce pays là. Les gens posent leurs problèmes, écoutez-les, vous allez trouver des solutions. On ne fait pas la grève pour le plaisir. On fait la grève parce qu'il n'y a plus de dialogue entre les employés, les syndicats et la direction. Sinon, quand le dialogue existe, là, on fait grève, c'est par rapport à quoi? Mais on n'écoute pas ici, là, on n'écoute pas le peuple, on n'écoute pas les travailleurs, on n'écoute personne. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Donc, c'est comme ça que depuis 2017, les gens souffrent à la Poste. On paye les salaires en retard. On va prendre quelqu'un qui est à niveau BPC, on s'en va le mettre directeur régional. On va prendre vraiment, c'est du n'importe quoi. Et les missions exorbitantes. Donc, depuis le 25 septembre, le SILAPSI, qui est l'un des syndicats de la Poste, a déposé un préavis de grève. Je dis bien l'un des syndicats. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, la corruption travaille tellement bien que il y a des gens qui travaillent contre leurs propres intérêts. Vous êtes de la même corporation, des gens revendiquent pour leur salaire, et puis il y a des syndicats qui disent, eux, ils ne sont pas dedans. Parce que quand on va payer les salaires, là, eux, on ne va pas leur donner aussi. Donc, il y a des gens, vraiment, on ne sait pas comment ça se passe ici, mais vraiment, ils s'opposent à leurs propres intérêts. C'est comme nous, société civile, là. On dit l'ordonnance n'est pas bonne. Il y a des organisations de la société civile pour dire que c'est bon. Parce que pour eux, ça va s'appliquer seulement aux autres. Vous voyez un peu, non? C'est dans ça qu'on est en Côte d'Ivoire ici. C'est à cause qu'on n'avance pas. Donc, ils ont lancé un préavis de grève et la grève a pris effet pour une durée indéterminée depuis hier. On va même voir comment organiser aussi un focus avec les agents de la Poste pour que vous puissiez voir leur souffrance. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait très très pitié. Et toutes les revalorisations salariales qui ont eu lieu depuis lors n'ont pas été appliquées. Vous savez, quand on augmente le SMIC là, on fait ce qu'on appelle des revalorisations salariales par secteur d'activité. Et chaque secteur d'activité ayant son taux, ce taux-là doit être appliqué. À la Poste là, on n'applique pas ça.
Donc vraiment c'est compliqué. Retard de salaire, revalorisation salariale, nomination abusive, il y a tout là-bas. Et ça là, c'est pas à la poste seulement. Hein. C'est de la poste qu'on parle aujourd'hui. Donc vraiment, il n'y a qu'aux gens de la poste. On espère que le ministre en charge de ce secteur-là va trouver une solution rapide. Il faut faire un audit. Il faut prendre des décisions, être ferme et puis prendre des décisions qui s'imposent pour sauver la poste de Côte d'Ivoire. À Daloa, en juin 2024, il y a eu abattage de bêtes sous prétexte qu'il y a une grippe porcine. Mais ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que avant d'abattre ces bêtes-là, on a promis à ces fermiers-là qu'on allait les indemniser, qu'on allait les dédommager. Vous savez, affaire de ferme, là, on en a parlé hein, quand on parlait des déguerpissements, là. Il y a des fermiers qui ont été victimes et qui jusqu'à aujourd'hui ne sont sur aucune liste. Pour faire ferme, là, c'est l'argent qu'on prend pour faire. Il y a des gens qui vont à la retraite, ils s'endettent auprès de leur banque et puis ils font leur ferme. C'est leur activité de retraite. Il y a des jeunes qui n'ont pas de travail, soit leurs parents les aident, soit eux aussi ils s'en vont prendre un crédit pour venir faire leur ferme. Ce sont des activités économiques sur lesquelles les gens comptent pour changer leur vie. Mais quand vous venez détruire ça comme ça, là je m'adresse au ministère en charge des ressources animales. Vous venez détruire les fermes des gens, vous leur promettez de les indemniser. Depuis juin, on s'en rend en décembre. Eux, ils vont faire comment? Il y en a qui n'ont même pas eu le temps même de profiter de ça un peu même. C'est-à-dire c'était leur première bête. Ils n'en ont même pas profité. Bête malade, bête bien portante, ils ont tout tué. Ils ont tout tué. Et puis les gens sont là. C'est ça, je disais tout à l'heure là. Quand c'est comme ça là, et puis il n'y a pas de perspective là, pourquoi tu ne vas pas aller tenter ta chance derrière l'eau? C'est le désespoir qui fait que les gens s'en vont. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les grandes théories, oui, l'argent qu'ils prennent pour partir là, ils auraient pu prendre pour entreprendre. Mais tu entreprends, on détruit. Tu crées entreprise, ceux même qui donnent les marchés, luttent marché à toi. Tu fais comment? C'est ça le problème. Il y a des réalités sur le terrain qui découragent l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. J'en profite pour parler encore de notre ami. Je vous avais parlé de son livre, non? Tu veux un changement, fais-le toi-même. Il est en prison. Il est en prison tout simplement parce qu'on ne respecte pas nos lois en Côte d'Ivoire. Et il a écrit ce livre-là pour encourager tout le monde à l'entrepreneuriat. Retraités, comment on appelle ça, fonctionnaires, étudiants, tout le monde. Donc, je vous exhorte à acheter ce livre. Il est à la librairie de France, il est sur Amazon, mais il est aussi disponible chez nous. Vous appelez le 07 57 82 96 08. Je répète, 07 57 82 96 08. Vous pourrez avoir ce livre qui va vous aider à mieux concevoir votre business en espérant que le fait qu'on ne respecte pas nos lois ici ne vienne pas le détruire. C'est malheureusement nos réalités, on est obligé d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entreprendre. Soyons forts, soyons courageux. On dit découragement n'est pas ivoirien. Essayons justement de faire des activités qui ne vont pas tomber sur le coup du sort par rapport aux décisions qui sont prises et par les autorités gouvernementales elles-mêmes qui détruisent l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, il y a quoi à notre frère qui est en prison? Que Dieu te garde, que Dieu ouvre les portes de la prison pour toi. Et merci pour cet ouvrage que tu as laissé à tes frères pour les aider à entreprendre. Voilà. Donc, on poursuit. On va terminer avec la révision de la liste électorale qui est en cours. Du 19 octobre au 10 novembre, c'est la révision de la liste électorale. Et elle concerne tout le monde. Nous qui étions déjà inscrits, il est très important que nous allions vérifier si nous sommes vraiment dans notre bureau de vote. En 2023, là, j'ai vu des gens qui arrivent, leur nom n'est pas sur la liste, alors que c'est là-bas, ils ont voté avant. Donc, vérifiez que votre nom soit effectivement dans le bureau de vote où vous étiez. Si vous voulez changer de bureau de vote, allez prendre votre certificat de résidence
dans le lieu où vous voulez changer, ça veut dire quoi? Je suis ici à Abidjan, désormais je serai à Korogo. C'est à Korogo, je prends le certificat de résidence et je vais dans le bureau de vote de Korogo où je veux voter désormais. Il est gratuit. Je vous dis qu'il est gratuit. Oh. En Côte d'Ivoire, ici, on ne respecte rien. Si vous voyez un commissariat qui vous fait payer pour le certificat de résidence, spécifiquement pour la RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale, informez-nous, on va les dénoncer. C'est gratuit. Voilà. Donc, ça, c'est pour les certificats de résidence. Le certificat de nationalité aussi est gratuit. On aurait voulu que l'extrait soit gratuit. Parce que ces extraits-là, on prend pour aller faire certificat de nationalité. Fallait rendre tout gratuit. Vous aimez toujours qu'on se plaigne de quelque chose. Hein? On a dit CNI là pour avoir là, c'est palabre. Vous avez pris récépissé, certificat, c'est bien, mais faites aussi un extrait là gratuit pour faciliter l'obtention du certificat de nationalité. Donc, pour ceux qui veulent changer, c'est ce que j'ai expliqué. Pour les nouveaux, on prend la CNI en cours de validité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la CNI verte qu'on a maintenant là. Celle qui était avant jaune là. Si c'est en cours de validité, vous pouvez utiliser ça. Le récépissé de l'actuelle carte, le certificat de nationalité, avec ça, vous vous rendez dans le bureau de vote où vous voulez voter et on va vous enregistrer. Vraiment, on vous demande pardon. Parce que la première semaine là, il n'y a pas d'affluence. C'est le constat général. Il n'y a pas d'affluence. Ça veut dire que les gens ne viennent pas. Mais ce n'est pas une raison aussi pour faire enrôlement à cheval sur 2 ans. Code électoral dit chaque année, on doit faire chaque année. S'il n'y a personne, on constate qu'il n'y a personne. Si vous voulez changer aussi, vous changez le code électoral. Donc là, on vous demande pardon. Tous ceux qui ont 18 ans autour de vous, demandez-leur d'aller se faire inscrire. Maintenant, à la CEI, on a quelque chose à vous dire. Vous avez dit que c'est tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007. Ça devait être tous ceux qui sont nés avant le 25 octobre 2007. Parce que quand vous prenez le 1er mars 2007, vous excluez tous ceux qui sont nés du 1er mars au 25 octobre, là, vous les excluez. Au nom de quoi? Parce que s'il y avait révision en 2025, ils se seraient inscrits. Donc, il y a nécessité d'une prorogation en changeant ce délai-là pour que tous ceux qui ont le droit de voter puissent être inscrits sur la liste électorale. Donc, on insiste sur ce point qui n'a pas été relevé et que nous relevons et nous demandons à tout le monde de faire une communication dessus parce que c'est une exclusion. Voilà. Pour ceux qui veulent qu'on enlève des décédés sur la liste, on vous l'avait dit la dernière fois, vous partez avec votre carte d'électeur. Si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous allez sur le site de la CEI pour relever votre numéro d'électeur. À ce numéro d'électeur, vous ajoutez votre pièce d'identité et les papiers du décédé. C'est-à-dire la carte d'électeur du décédé ou son numéro d'électeur et les papiers qui justifient qu'il est effectivement décédé. L'acte de décès, le certificat de décès ou le certificat de genre de mort. Vous partez avec tous ces éléments-là. La personne sera retirée de la liste électorale. Donc vraiment, bon courage à tout le monde. On voudrait féliciter tous les observateurs de ACI qui sont sur le terrain. Que Dieu vous bénisse. Parce que observation là, c'est bénévolat où il n'y a pas l'argent dedans. CEI ne donne pas 5 francs à quelqu'un pour ça. C'est nous-mêmes qui le faisons par engagement citoyen. Donc vraiment merci à tous ceux qui sont sur le terrain par rapport à l'observation, plus particulièrement aux observateurs de ACI. Voilà. Il y a un sujet qu'on avait oublié sur lequel on va terminer avant de faire les annonces de ACI. C'est le sujet des gardes pénitentiaires. Vous savez que chaque fois qu'il y a évasion en prison, il y a des gardes qui sont pris et qui sont emprisonnés. Quand ils finissent leur prison, normalement, ils doivent passer devant le conseil de discipline pour que leur situation soit clarifiée. Voilà. Il se trouve que depuis des années,
Il y a des gardes qui sont dans cette situation, ils ont purgé leur peine, ils sont sortis et ils sont là comme ça. Leur salaire est suspendu. Conseil de discipline là, aucun ne passe là-bas. On ne sait même pas si ça existe vraiment. Mais en tout cas, on leur dit qu'ils doivent attendre et ils attendent depuis des années. Ça crée des situations dramatiques. Mettez-vous à la place de pères de famille que subitement on arrache à leur travail. Déjà les problèmes que ça cause, ils purgent sa peine pour le réintégrer là encore. C'est pas là. Où est le conseil de discipline là? C'est ça, nous on demande si ça existe vraiment. Et si ça existe, pourquoi est-ce que depuis des années, ils ne passent pas en conseil de discipline comme promis et on les laisse comme ça sur le carreau? Sans défense. Plus de 300 personnes. Vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Ça dit que l'État qui devait lui-même être le meilleur employeur, là, c'est lui qui maltraite ses employés. C'est lui qui maltraite des pauvres travailleurs en ne respectant pas les règles. Il y a des gens même qui passent concours et puis on ne les affecte pas. Pourtant, ils sont reçus au concours. Il y a des gens qui passent concours, ils sont reçus, on les forme et puis on ne les paye pas. Il y a tous les cas de figure. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres là. Ils ne travaillent pas et puis on les paye. Hein. La fonction publique même doit être auditionnée. Parce que franchement, auditée plutôt. Parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes et ce n'est pas normal. Il faut faire les choses correctement. C'est très important. Quand on est l'État là, on doit donner l'exemple. On doit donner l'exemple. Vraiment, il y a quoi à tous ces frères-là? Hein? On verra comment gérer la suite ensemble, mais il faut que le ministre de la Justice règle ce problème-là au plus tôt. Voilà. Donc, on va terminer en faisant nos annonces. Voilà. Pour notre siège, nous sommes toujours en train de nous cotiser. On avait déjà donné les taux pour les membres de ACI. On remercie ceux qui nous aident, bien que n'étant pas membres de ACI. Le numéro qu'il faut contacter pour contribuer, c'est le 07 87 211 777. Par rapport aux adhésions, on remercie tous ceux qui nous font confiance parce que chaque année, chaque semaine, on a des adhérents, de nouveaux adhérents. C'est le 07 57 82 96 08. 07 57 82 96 08. Vous contactez ce numéro, il va vous donner les conditions et c'est chez lui aussi qu'on fait l'adhésion. Pulturing Ballet, dans une vidéo des mardis de Pulturing Ballet que je viens de vous présenter, vous avez remarqué, a remis ce gouvernement d'Alassane Ouattara à sa place. Il y a la colère. Vous savez, il y a une privation de liberté en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. Ceux qui ont écouté hier la sortie, la conférence du ministre Koné Katinan, vous avez compris qu'on a atteint une dimension inexplicable aujourd'hui avec un président qui ne se donne plus de limites, qui se croit tout permis. Il peut priver de liberté à qui il veut, quand il veut. Le cas de Pulturing Ballet est celui qui nous a le plus fait du mal. Parce qu'elle était juste partie au Mali. Et à son retour, elle a été arrêtée. Et elle a passé, je crois, 6 à 1 an de prison. Juste parce qu'elle a été au Mali. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Une liberté totalement réduite. Ça veut dire où elle est là aujourd'hui, elle ne peut plus partir où elle veut, comme elle veut. Si Ouattara n'est pas fier du Mali, tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, tu dois aller en cachette. S'il est au courant, tu souffriras. C'est ce que ça veut dire. Et c'est un comportement injuste. Aujourd'hui, pour des délits mineurs ou bien pour des fautes pénales, dont la justice peut condamner et situer les responsabilités, on détruit quand même des bâtiments qui ont été construits avec l'argent. Ce qui peut aider des gens, on peut faire les détruire. Qui fait ce genre de choses? On dissout des syndicats. Parce qu'on sait que ces syndicats peuvent se lever contre nous. À qui profite tout ceci? On tue des personnes et on met ces morts-là sur la tête des pauvres innocents. On les arrête, on les jette en prison. Et on dit c'est terminé, on a gagné le combat. Ça se passe dans le pays d'Alassane Ouattara. Donc ce sont des choses qu'il faut préciser aujourd'hui. Quand Pulturing Ballet fait donc cette sortie pour dire que la loi a été violée, les tests ont été violés. Et je pense même qu'en Côte d'Ivoire, on ne prend pas les problèmes au sérieux. Ou alors, on passe vite à autre chose. Ce problème des syndicalistes,
Imaginez-vous, on ne se concentre pas sur ce problème de syndicat. Ça passe. Mais qu'est-ce que vous pensez que les autres syndicats vont souffrir? Viendra dans le moment où il n'y aura absolument plus un syndicat. Donc on ne peut pas se limiter à se plaindre une seule seconde. Alors qu'aujourd'hui, il y a une privation de liberté qui a atteint son paroxysme. Il faut la battre, il faut battre cela tout de suite. Il ne faut pas laisser qu'elle progresse plus que ça. Monsieur Lassana Ouattara doit connaître qu'il y a des limites à toute chose. Et si lui-même n'arrive pas à comprendre qu'il a atteint certaines limites, alors c'est qu'il est malade, il est prêt à brûler la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des personnes qui sont Alzheimer, qui ne se rendent même pas compte du danger qu'ils sont eux-mêmes pour la société. Il faut le rappeler. N'hésitez absolument pas. Il faut le rappeler, au moins avec un mot. La team, ceci étant dit, je vous laisse commenter et me dire ce que vous pensez par rapport à cette vidéo.